Moi, j'ai l'impression que tout le monde regarde, par exemple, des séries et tout ça, Netflix et tout ça. Moi, j'ai plus besoin. Je suis Donald Trump. Tous les Ouais, jours, j'ai un épisode. ouais, Et tous les jours, j'ai une ouais, surprise. Hein. ouais, Et ouais. sauf que malheureusement, c'est du réel. Et là, on n'est pas dans de la comédie. Hmm. Vas-y, avance. Pour montrer où on est dans un... He want to give you another phone. Okay. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va visiter un village. Qui sort de ce tube de 152 mm. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, abonnés de l'application, également abonnés de notre chaîne YouTube. Toutes les semaines, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. On va bientôt passer la barre des 540 000 abonnés. Témoignage finalement de votre fidélité et du fait que vous appréciez nos contenus. Alors, nous en sommes absolument ravis. Et je tenais, comme souvent, à vous remercier et à vous dire qu'il faut continuer, évidemment, à parler d'Omerta autour de vous. Je rappelle aussi que le dernier magazine Omerta est toujours disponible en kiosque dans 5000 points de vente en France. Anti-mondialiste, les patriotes à la reconquête de l'Europe. Donc vous pouvez encore le trouver en attendant le prochain qui sera bientôt en préparation. Voilà. Aujourd'hui, nouveau podcast Retex, parfaitement idéal, parfaitement calibré pour la personne, le photographe que nous allons recevoir aujourd'hui. Il s'agit de Noël Quidu. Bonjour Noël. Bonjour. Alors Noël, c'est la première fois que vous venez dans nos studios pour un podcast ou pour une émission Omerta. Je vous présente auprès de nos auditeurs. Vous êtes grand reporter, enfin photographe, photojournaliste. Vous avez une carrière vous avez 40 ans de carrière derrière vous, 3 World Press, eu essentiellement pour des sujets en Afrique. Noël, vous êtes un Africain quelque part. Enfin, il y en a qui sont de tous les combats. Moi, je suis surtout de tous les conflits. Mais donc, j'ai aussi bien des Balkans, du Moyen-Orient que d'Afrique. J'ai pu parcourir malheureusement les contractions mondiales. Oui, depuis très très longtemps maintenant. Vous avez, en effet, nous avons fait quelques reportages ensemble, en particulier en Syrie. Je vous parle de la Syrie parce que ça va être le sujet d'aujourd'hui. Vous revenez du Kurdistan. Exactement. Vous avez donc connu une forme de Syrie. Alors, quand on était allés tous les deux, nous avions rencontré les Kurdes dans un quartier d'Alep qui s'appelait Cher Marsoud, à l'époque de la guerre, où il y avait les combats pour la reconquête d'Alep. Aujourd'hui, vous êtes allé au Kurdistan. D'abord, est-ce que les Kurdes que vous avez rencontrés s'estiment trahis par le monde entier? Comment ne pourrait-il ne pas se sentir trahi? Ils ont servi de chair à canon pour nettoyer l'EI avec appui aérien américain, Daesh, donc Daesh, et l'État islamique. Et comme remerciement, c'est l'abandon. Donc, d'ailleurs, Donald Trump a déclaré que la vocation des États-Unis n'était pas leur sécurité à l'infini. Donc bon, voilà, ils ont fait le boulot, on n'a plus besoin d'eux. Est-ce que il personnifie selon vous, cette parole d'Henry Kissinger qui disait quand on est un adversaire des Américains, c'est très compliqué, mais quand on est ami des Américains, c'est mortel. Bon, en tout cas, cette capacité de retourner leur veste, c'est assez exceptionnel. Parce que on se demande évidemment qu'est-ce que va devenir le Rojava maintenant. Donc, Rojava, donc territoire des Kurdes au nord-est de la Syrie, qui est assez frontalier de la Turquie aussi, ce qui les arrange pas non plus. Ce que va devenir le Rojava, quelle est l'ambiance? Racontez-nous, vous y avez passé combien de temps? Vous êtes allé où? Nous sommes allés à Kamishli, à Saké, sur des zones quand même un peu tampons, et donc y compris sur le front.
Et déjà, je voyais que c'était... D'abord, il y avait tout de suite un cessez-le-feu, soi-disant, mais le cessez-le-feu... je ne sais pas si les drones comprennent très bien le cessez-le-feu. Mhm. Et donc, évidemment, la pression continuait malgré cette soi-disant trêve. Hein. Trêve. Voilà, donc comme souvent... Entre Masloum Abdi et Ahmad al-Shara, en fait. Voilà, c'est ça. Les deux leaders qui se sont rencontrés et ils ont fait la paix. Oui, mais même quand ils discutaient, ça n'empêchait pas certaines... Ça, vous avez assisté à ça? On était sur une position où où le front était calme, comme c'est souvent calme, parce que les gens imaginent que les fronts c'est tout le temps sous les attaques, ce qui est faux. Mais ce qui est très dangereux aujourd'hui, c'est ces drones, puisque on a l'impression que c'est un dimanche à la campagne, et d'un seul coup il y a un truc qui pète et qui arrive, et s'ils n'ont pas repéré, c'est terrifiant. Et on avait à peine quitté le poste, d'ailleurs, où j'ai photographié les gars, qui s'est publié d'ailleurs cette semaine dans le Figaro Magazine, qu'une demi-heure après, de là où j'étais monté sur la petite maison, et, ils ont pris un drone et il y a eu un blessé. Donc ils n'ont pas voulu qu'on revienne, ils avaient peur d'un deuxième drone et tout ça, ce qu'on veut. Donc, avant, je craignais beaucoup les mines, parce qu'on... on peut craindre tout dans la guerre, mais les mines, c'est traître. Et maintenant, c'est comme des mines aériennes, donc on ne peut plus faire confiance ni au ciel, ni à la terre. Vous avez vu la guerre changer de ce point de vue-là. Est-ce que aujourd'hui, ça requiert... les soldats aussi ont changé, ils sont capables de... Est-ce que les Kurdes sont très flexibles? Est-ce que c'est des gens qui ont intégré toutes ces formes de combat modernes aussi? Mais il m'a pas semblé, parce que ce qui m'a étonné, c'est qu'ils creusaient pas des abris souterrains. Pour les drones, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Et donc il y avait des talus. C'est gentil, mais ça, pour un drone, c'est rien. Et non, il m'a semblé qu'ils étaient pas du tout prêts à une guerre avec ces fameux drones. Alors en revanche. J'en ai pas vu, eux, les employés en tout cas. D'accord. En plus. Et donc, eux ils en n'utilisent recevaient, pas, mais je ils les ai en pas recevaient. vus. Peut-être qu'ils en ont, mais moi je l'ai pas vu. Alors, on sait que un des arguments, dans la percée initiale des hommes d'Al-Shara, donc de HTC à Alep l'an dernier, au moment de la reconquête de la Syrie, l'effet des drones a été assez significatif. Est-ce que là aussi, ce sont les Turcs qui les ont formés? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai aucune idée de qui peut former qui, mais ça, je suis pas dans les secrets des dieux. Je suis sur le terrain et je vois ce qui se passe et ce qu'ils peuvent recevoir. Et même quand je lisais que les drones étaient de fabrication turque, j'ai aucune façon de pouvoir le valider. Je sais pas si c'était iranien, kurde... qui fabriquait le matériel, mais en tout cas, les conséquences, on les connaît. Alors, cette zone du nord-est de la Syrie, elle est particulière. Des secteurs comme Raqqa, par exemple, les Kurdes, après avoir conquis la ville, qui était la capitale de l'État islamique à Daesh, l'avoir reprise, ont régné sur ces régions, sur les champs de pétrole également, que vous avez peut-être visité. Ils ont régné sur ces zones-là, qui étaient peuplées à 90% ou 80-90% d'Arabes. Est-ce que là, aujourd'hui, les chefs tribaux se sont un peu retournés contre les Kurdes? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette force quand même extraordinaire, qui était ce YPG, ces séparatistes kurdes qui avaient réussi à gagner leur indépendance, finalement s'écroule presque littéralement devant les coups de boutoir de l'armée syrienne? Depuis c'est 2011, quoi. Quand il y a la guerre civile, ils profitent du moment pour essayer de revendiquer leur culture et leur langue et leur tradition. Et dans cette parenthèse, ils sont effectivement appuyés par les États-Unis, une partie de la coalition. D'ailleurs, les Français étaient là aussi. Et beaucoup moins grand nombre, évidemment, mais donc effectivement appuyés par l'Occident. Et aujourd'hui, on a décidé que
une cravate suffisait pour Al-Shara pour qu'il devienne tout à fait convenable. Il s'est fait couper la barbe aussi. Oui, c'est ça. Voilà, en tout cas, bon, il a été remodelé parfaitement et il présente très bien, c'est un bel homme, il doit beaucoup plaire à Macron. Mais qui est cet homme ? Quelle est sa véritable ambition qu'est-ce qui est par rapport aux Kurdes Et par rapport aux minorités en général en Syrie. Si on fait la liste, évidemment, la Syrie, c'est un endroit complexe entre les Turkmènes, les Druzes et tous les chrétiens d'Orient. Mais ça fait beaucoup de différences. On s'aperçoit quand même comment ce qui concerne les chrétiens d'Orient, en particulier assyriaques et compagnie, ils ont tendance quand même à émigrer. On les retrouve beaucoup en Europe, aux États-Unis, en Australie et tout ça. Ils ont tendance à fuir donc ça devient une minorité vraiment toute petite. Et pour les Druzes, ils ont une protection un peu d'Israël. Et qui protège les Kurdes? Personne. Certainement pas les Turcs, qui ont le couloir d'Afrin. Donc, ils sont, comme depuis toujours, ils sont au point de cisaillement des empires. C'est l'empire perse, l'empire ottoman, l'empire britannique ou colonial français ou britannique. À chaque fois, ils se retrouvent à la découpe. Et évidemment, avec des peuples qui sont séparés, en particulier les Kurdes, donc, qui sont sur 4 pays. Donc l'histoire, l'avenir qu'on peut imaginer pour un Kurdistan rêvé un peu partout dans ces 4 pays, est difficilement imaginable, réellement. Qui va accepter? Oui. Voilà. Donc, visiblement, Al-Shara veut reprendre en main absolument tout le reste. Et même s'il garde certaines prérogatives, lesquelles que vont-ils faire des combattantes dans un système communiste ou de parité, y compris sur le front? C'est quand même un peuple. Il y a autant de combattantes féminines que de combattants masculins chez les Kurdes. Je ne sais pas, mais en tout cas, on en voit. Ouais. Et on en avait vu ensemble. Bien sûr. Sur des. Oui. On voit passer. C'était impressionnant. Voilà, là, pareil. Donc, et là, vraiment. Et il y a une commandante qui, aux obsèques que j'ai faites, que j'ai couverte, qui commandait 9000 hommes, quand même. Une femme. Donc, c'est quand même un peuple assez différent même s'ils sont musulmans, parce qu'ils sont, c'est très complexe. Ils sont majoritairement musulmans. Sunnites. Mais en même temps, c'est antinomique avec une philosophie communiste assez particulier avec les Kurdes. Ce mélange des genres assez étonnant. Mais en tout cas, dans la réalité, ça marche, puisqu'ils arrivaient quand même à avoir véritablement les femmes à l'action, au contact, même au contact guerrier. Donc, mais ça va être terrible parce que on va leur demander d'intégrer l'armée syrienne, ce qui va être difficile, d'autant que ces femmes qui sont redoutables au combat, pour les djihadistes, qui sont les ancêtres de ceux qui dirigent l'armée syrienne aujourd'hui, être tué par une femme, c'était ne pas aller au paradis. Pour un daéchien. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il y a eu des exactions, décapitations, enfin des tortures de certaines femmes combattantes kurdes. Où il y a, parce qu'il y a aussi, au-delà même de la politique d'Al-Shara, il y a aussi toute cette confrontation entre
entre eux et les Arabes, d'un quartier à l'autre, à Sakié, par exemple. À un moment, je vais faire une photo d'Öcalan, parce qu'il y a une grande photo, et tout ça, je m'approche. Le chef historique du PKK. Du PKK, mais qui est quand même héritier spirituel du YPG. Oui, voilà. Et en faisant cette photo, je sens le regard du taxi et compagnie... pas tout à fait agréable. Bon. Et je reviens à ma bagnole et je dis au fixeur, moi, il n'a pas l'air très, très aimable, celui-là. Il me fait, c'est normal, il est arabe. Oui. Et donc, moi, j'en sais rien. Et voilà, donc il y a ces tensions. C'est pour ça qu'il y a des tribus qui, spontanément, étaient là pour aider l'armée syrienne. Mais il y a eu cet accord, et aujourd'hui, quel est, par exemple, donnez-nous une idée, les Kurdes, à un moment, contrôlaient quasiment un tiers de la Syrie. Ben oui, mais là, c'est et aujourd'hui, c'est quoi? Ben là, ça a beaucoup diminué, non? Et là, quand j'y étais encore, ils passent leur temps... Là, ils rendent les armes, en gros, hein. Alors doucement, est-ce que leur police, ils vont la conserver? Est-ce que diluer toutes ces... Moi, j'arrive pas à imaginer de diluer les combattantes dans l'armée syrienne. Hein. J'ai du mal à imaginer. Et je suis pas du tout sûr que spontanément, elles vont en vouloir. Quand vous leur posez la question, qu'est-ce qu'elles disent? Elles sont très embarrassées, surtout, non? Oui. Très embarrassées, puis ils continuent jusqu'à la fin à proclamer la victoire pour le Rojava comme un mantra répété. Voilà, on veut pas. Et même le soir, quand les camions essayaient ou d'arriver ou de repartir, il y avait des checkpoints partout en ville et les gens applaudissaient les convois et avec des drapeaux kurdes. Donc ils essayaient de croire encore à une solution, alors que là ça commence à négocier et qu'on connaît un peu plus la suite. Mais on connaîtra surtout la suite dans quelques temps. Il faudra laisser du temps un peu. Surtout que là, en ce moment, les principales bases américaines ont été évacuées du nord de la Syrie. Il y a une retraite quasi totale des Américains. Est-ce que vous pensez que une fois que les Américains seront partis, ça va être les règlements de compte? Et quid répondez-moi là-dessus déjà. Ça c'est probable, c'est possible. Et quand je suis arrivé justement à la prison d'Al-Sina, où c'est les Américains qui contrôlent. Contrôlent la prison. La prison avec les Kurdes, mais les Kurdes sont à l'extérieur. Et là, il n'y a plus de communication entre les combattants kurdes et les soldats de l'US Army. Au point où ils se font livrer leur eau par hélicoptère, ils n'ont plus confiance et ainsi de suite. Donc, il y a une rupture totale. Donc ils n'ont plus confiance en rien, puisque... Et donc, leur but, c'était d'évacuer les prisonniers de Daesh sur l'Irak. Ce qui est marrant, ce transfert de population d'une frontière à l'autre, ça a l'air de ne pas poser beaucoup de problèmes là-bas. C'est marrant. Mais ils ont certaines libertés. Et j'ai remarqué que... ils ont été transférés en hélicoptère, quand même. Mais on leur a pas demandé s'il y avait de passeport ni rien. Et est-ce qu'ils étaient légaux, illégaux? Non, là, c'était assez amusant. Voilà. Mais alors que Donald Trump, il est contre l'immigration. Mais là, il est en train d'envahir l'Irak avec des prisonniers. Avec des prisonniers Daesh, les plus dangereux. Les plus dangereux. On espère que c'est les vrais. D'ailleurs, on peut toujours se poser la question de ce que vont-ils devenir. Et puis surtout ceux qui sont évadés, où évidemment l'armée syrienne dit que c'est les FDS qui a ouvert les cellules. Je ne vois pas pourquoi j'ouvrirais les cellules pour me faire courir après immédiatement. Parce que quand les types ont passé 10 ans enfermés... je ne pense pas qu'ils aient des sentiments d'affection pour leurs gardiens. Donc, je ne les imagine pas en train d'ouvrir les eux-mêmes pour leur dire maintenant... Par contre, des amis
de Al-Shara, ou qui vient d'Al-Nusra, qui n'est pas vraiment spécialement modéré. Ils ont forcément des amis à l'intérieur. Ça me paraît beaucoup plus naturel, mais voilà ce que j'en pense. On va revenir sur le Kurdistan un petit peu, mais je voudrais votre sentiment, parce que Noël, on a aussi été ensemble à Palmyre, au moment de la reconquête par l'armée syrienne. On était parmi les premiers journalistes à retourner sur le site de la cité antique, et de constater d'ailleurs les dégradations et comment les émirs de l'État islamique avaient utilisé les ruines, espérant que les avions de la coalition ne viendraient pas les détruire et les cibler là-dedans. Et saccager le musée. Et saccager le musée, hein, vous vous souvenez, le lion qui avait été cassé, un lion en pierre, j'ai ce souvenir-là en particulier. Vous avez vu Daesh beaucoup, vous avez vu quels efforts ont été à Mossoul, à Raqqa, au Kurdistan, en Syrie, quels sacrifices ont été consentis par plusieurs armées pour venir à bout de ce califat. Et surtout des Kurdes. Absolument. C'est eux qui ont perdu le plus de monde. Ah oui. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ça vous fait de savoir qu'à la tête de la Syrie, en lui donnant quand même le bon Dieu sans confession, si on peut dire, un ancien de Daesh est sur le trône de Damas. C'est la politique de Donald Trump. Il n'y a que Donald Trump qui a fait ça. Non, mais comme les autres ont peur de Donald, donc tout le monde se range avec le petit doigt sur la couture. Personne, j'ai pas vu de protestation importante venant de l'Europe. Non, c'est sûr. Bon. Ils se sont même précipités pour aller voir Al-Shara dès son installation. Voilà, donc bon, il a été blanchi comme ça, d'un coup de baguette magique, et tout le monde le croit parce que Donald Trump trouve qu'il est formidable, j'imagine. Mais moi, il m'inquiète, parce que ce qu'on connaît des dérives de Daesh et autres, c'est pas rassurant. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on en a eu quand même des conséquences directes dans les attentats qui ont touché Paris, qui étaient commandités depuis là-bas. Donc, ces gens-là qui sont dans les prisons, ou ceux qui se sont évadés, qui nous inquiètent encore plus, nous menacent. Donc, il y a une menace latente. Évidemment, ça ne va pas arriver tout de suite. Ils viennent d'être libérés. Certains, et puis alors, les chiffres là aussi c'est d'un vague, alors là on est dans le brouillard total, évidemment ils veulent pas donner les chiffres. Donc là il y a une vraie inquiétude pour l'Europe, même plus loin. Alors, les terroristes peuvent être aussi des terroristes nés et qui ont grandi dans le pays. On en a eu beaucoup aussi, des comme ça. Non, mais ils ont aussi dans ces prisonniers tous les prisonniers étrangers. Bien sûr. Et ils pouvaient venir. Mais ça, c'est ceux qu'on peut penser ont été transférés en Irak, non ? Ouais. Dites-nous. Alors moi, ce que je regrette dans mon reportage, que c'est la seule chose que j'ai pas pu faire, c'était arriver à faire le transfert, mais on peut pas approcher. Et ils veulent pas. Et même les Kurdes me disaient non, il faut pas photographier la prison. Bon, il s'avère que je l'ai photographié quand même. Mais c'est la marque d'un grand photographe. Non, mais au moment, le truc c'est qu'à un moment donné, tu sais comment les interviews des journalistes, c'est un peu long. Tu sais, ça, pour un photographe, c'est un peu long. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il fait le photographe ? Il va tourner. Donc, et quand je ressors et que je vais rôder, que je me fais un peu oublier, comme je sais faire. Et paf, et je vois une fumée noire derrière la prison. C'était incroyable. Alors, il paraît, on a eu, ils nous ont dit qu'ils brûlaient les uniformes des prisonniers. Ça fait aussi noir que ça, les pyjamas orange. Qu'est-ce qui brûlait selon vous ? Je sais pas, mais c'était vraiment noir, une fumée absolument noire et âcre. Et ça pouvait pas être ça. Je ne sais pas ce qu'ils brûlaient, mais en tout cas, ils mettaient tout ce qu'ils... Ou alors, ils détruisent le matériel qu'ils ne veulent pas laisser aux Kurdes, et que ça leur coûterait trop cher de ramener. Oui, aussi. Les Américains ont tendance à liquider, laisser un minimum sur place. Enfin, ils laissent... mais par contre, on peut toujours en acheter.
Ouais, bah oui, il y a tellement de matériel. Non, on va toujours leur acheter, Ouais. mais on va pas vous en offrir. Ouais. Et c'est comme en Ukraine, on déclenche une guerre en Ukraine et après on demande aux Européens de payer. Ouais. Mais c'est très intéressant. Moi, il y a une chose quand même qui m'étonne, après on parlera de la question de Kobané, c'est pourquoi ce sentiment, quand on a assisté justement à cette véritable débandade des Kurdes qui ont maintenu, alors j'ai rappelé tout à l'heure qu'ils ont été quand même, ils ont été dominants sur des zones où ils n'étaient pas majoritaires, Ah oui. donc ils ont probablement suscité des antagonismes, et les tribus arabes qui les suivaient au début se sont un peu révoltées contre eux. Mais pourquoi on a eu ce sentiment que les Kurdes lâchaient l'affaire un peu sans combattre, alors que c'était leur chance historique et que c'était le territoire qu'ils avaient conquis de haute lutte, à la fois contre Bachar au début, contre l'État islamique, et finalement... Parce que je pense ils savent très bien que sans appui américain, C'est ça. Ils Voilà. feront Ça pas peut le pas poids fonctionner. contre l'armée syrienne. Donc Ouais. Al-Jarrah. Donc je pense qu'ils sont pas complètement fous et qu'ils ont préféré un repli tactique parce que là ils allaient perdre. Donc je pense pas que c'est de gaieté de cœur. Ouais. Mais il y a quand même eu, il y a eu peu de résistance. Il y a eu. Ben, je pense qu'ils sont justement rassemblés sur des points où ils ont voilà comme ces 2-3 villes qui ont résisté ou qui sont encerclées. Ouais. Quid de Kobané qui a Kobané été- est encerclé. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais Mais est-ce que vous pensez que la reconquête de la Syrie totale par Ahmad al-Shara ne peut pas se faire sans finalement la reconquête de Kobané? Mais Kobané, c'était le symbole de la résistance des Kurdes contre bien Daesh. sûr, ouais, ben justement. Donc on élimine un symbole et on... Ben, je crois qu'ils y tiennent pas, ce symbole, depuis Damas. Hein. Et non, là où c'est inquiet, où c'est inquiétant, c'est qu'il y a déjà des minorités, d'autres minorités qui ont subi les exactions de l'armée syrienne. Les Alaouites, Les en particulier, Alaouites, les Druzes. même les chrétiens. Ouais. À Alep, notre ami qu'on avait vu là-bas Ouais. m'a dit qu'au début, il avait une pleine confiance, il était dans l'optimisme, et après, il dit c'était fini. Hein. Donc, Oui, parce qu'il y a eu un moment de flottement, Oui. on nous a refait le coup du djihadiste inclusif, je vais dire, Oui, un peu c'est comme ça. au moment du retour des talibans, Ouais, c'est souvenez-vous, ça. Ouais. les talibans inclusifs, jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait, dans leur gouvernement, ils avaient été inclusifs, mais avec toutes les variétés de talibans. Mais ça n'allait pas au-delà. Oui. On répète ces choses et in fine, regardez, les femmes n'existent plus en Afghanistan. Oui, Les mais minorités dès que risquent les de États-Unis disparaître. tournent la tête, chacun fait ce qu'il veut. Donc alors c'était soi-disant gendarme du monde. Ce n'est plus. Maintenant, c'est un peu le maton du monde, mais parce que je sais pas si on se sent encore protégé beaucoup par les États-Unis, même à travers le temps. Et voilà. Donc voilà, ils décident. On s'intéresse à un tel ou on se désintéresse à un tel, on les abandonne direct. Je crois que c'est vraiment devenu, mais il y a pas de morale et il y a plus de sens de l'honneur ou de la parole. C'est business is business, nothing personal. Voilà. Point barre. Ouais. Vous voyez comment la situation, c'est pas votre premier séjour au Kurdistan, vous y êtes allé à l'époque avec les forces spéciales françaises, je crois. Non, mais j'ai été vous avez avec, fait- surtout au Kurdistan. Irakien qui n'a quand même pas grand chose à voir avec. Qui n'a pas subi le même sort et non. qui garde son autonomie. Ouais, voilà. Où là, quand on arrive à Erbil, aujourd'hui, c'est une ville multicolore. Oui. Extraordinaire. À chaque fois que j'y reviens, je me dis, mais ça a poussé de partout. Quand on arrive dans le Rojava, c'est là on sent vraiment la guerre. Il n'y a plus rien. Ils ont des pénuries d'essence. Ils ont. Enfin, tout. Il n'y a plus l'eau qui marche. Ils ont des pénuries d'électricité. Non, on sent qu'on est un pays en guerre. Ouais. Quand on est dans le Rojava, c'est pas du tout le Kurdistan irakien. Non, là, ils ont fait des autoroutes là pour rejoindre la frontière entre Erbil et la frontière. Il y a un pont, un peu comme un pont militaire.
C'est tout ce qu'il y a pour pouvoir passer le Tigre. Et j'ai découvert des autoroutes tout à fait modernes que je ne connaissais pas avant. Donc on sent une croissance économique côté kurde irakien, mais malheureusement côté syrien, ils sortent tellement de toutes ces années cauchemars. Et voilà. Et là, pour eux, voilà, le cauchemar n'est pas encore fini, non. Ce qui est intéressant, c'est que l'attitude du gouvernement irakien face à tous ces événements, ça a été massivement de protéger sa frontière, d'abord par crainte du retour de certains djihadistes irakiens incarcérés. On sent que là, le fossé s'est creusé entre l'Irak et la Syrie, avec ce retour d'Al-Shara. Est-ce que ça, c'est de bon augure, ou est-ce que on va recommencer avec potentiellement des débordements parce que le Daesh d'origine, dans le désert syrien, il est toujours présent. Oui, mais ils ne sont jamais arrivés à l'éliminer. Non. Donc là, aujourd'hui, il est renforcé. Oui. Donc, je sais pas lire dans le mar de café, mais je pense qu'il y aura des répercussions. Ouais. Ça risque de recommencer, vous avez risqué de... Oui. Ouais. Je les sens pas très calmes. Et puis, l'idée du djihad, c'est une guerre sainte. Ouais. Donc, une guerre sainte, ça s'arrête pas pour des raisons de frontières, on l'a bien vu. Oui, avec l'Irak et la Syrie, ça s'arrête pas pour plein de raisons, puisque c'est une cause divine. Donc, cette cause divine, elle n'aura pas disparu pour les extrémistes musulmans. Noël, vous avez, dans votre carrière, on va parler un peu de vous, beaucoup fréquenté soit des Américains, soit des Russes. Vous avez eu vous êtes même retrouvé face à des Serbes qui ont failli vous exécuter. Vous avez connu beaucoup d'armées. Et je voudrais revenir sur les Américains. Est-ce que pour vous, l'arrivée ou le retour de Donald Trump au pouvoir, vous nous dites ce que Donald Trump veut, tout le monde le fait. Est-ce que c'est un changement majeur et définitif de l'action des États-Unis? C'est-à-dire qu'à la fois, on n'est plus dans l'intervention, les conflits longs, mais on essaye d'être le gendarme en s'appuyant sur les uns et les autres. Est-ce que c'est un tournant majeur par rapport à ce que vous avez connu des Américains à l'époque de l'Irak ou de l'Afghanistan? Moi, je vois surtout le changement de politique américaine depuis le retour de Donald Trump. Donc, de toute façon, c'est simple, c'est America First. Et ça s'arrête là. Lui, il n'a pas de j'aime bien ou j'aime pas de sentiment à avoir. C'est un épicier milliardaire. Donc, lui, il compte ce qui rentre, il a un boulier. Ça, c'est rentable, ça, c'est pas rentable. C'est comme ça que j'analyse. Il n'a aucun état d'âme. La seule chose qui l'intéresse, c'est la force des États-Unis et faire trembler la moitié du monde, puisqu'il fait trembler même ses voisins les plus proches, comme les Canadiens. Enfin, on ne va pas faire la liste de toutes les menaces de tous les continents qui veulent prendre. Donc les terres rares, voilà. Donc on est dans cette politique où on a quelqu'un qui veut absolument retrouver être sûr d'être la première puissance et maintenant qui est dans la crainte de la Chine et qui elle a les terres rares et avait anticipé depuis longtemps et qui est aussi technologiquement, comme on leur a donné à fabriquer absolument l'usine du monde, c'est devenu oui, on a compris, ils savent absolument tout faire, et aussi bien que les États-Unis, et parfois peut-être même mieux. Et devant cette crainte où ils nous avaient quand même vendu la globalisation, c'est le retour en arrière, puisque là, on leur a vendu la technologie en même temps. Donc, il n'y avait pas besoin d'être devin pour comprendre que quand on donnait les armes à l'ennemi, il va les retourner contre nous. Donc maintenant, il est dans cette parano d'être dépassé par la Chine. On peut le comprendre. Mais cette politique de la mondialisation, c'était une politique américaine. La globalisation, ça allait avec Internet, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Au départ, le plan Marshall. Oui, c'est ça. Donc, depuis toujours. Donc là, changement de paradigme, et là...
Donald Trump, c'est comme un gremlins qu'on aurait mouillé, quoi. Mais d'un seul coup, il devient fou, il devient ultra agressif, il fait peur à tout le monde. Et voilà. Donc, je ne sais pas, c'est très difficile d'imaginer quoi que ce soit dans les réactions américaines, puisque moi, j'ai l'impression que tout le monde regarde, par exemple, des séries et tout ça, Netflix et tout ça. Moi, j'ai plus besoin. Je suis Donald Trump. Tous les jours, j'ai un épisode. Et tous les jours, j'ai une surprise. Hein. Sauf que malheureusement, c'est du réel. Et là, on n'est pas dans de la comédie. Et voilà, c'est ce que je pourrais dire sur la politique internationale américaine. Voilà. Tous les jours, vous avez Donald Trump. Vous m'avez dit un jour que on pouvait penser ce qu'on voulait de George Bush, mais vous m'avez dit on peut dire du mal, du bien, etc. Mais qu'est-ce qu'il nous a donné comme boulot ?